L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur un nouveau rendez-vous que vous avez choisi sur Instagram. Et autant dire que le verdict a été sans appel. Le sondage du canal a tourné court. Le sujet Victor Wembanyama saison 3 a pris une avance monstrueuse dès les premières minutes et n'a jamais été rattrapé. Vous vouliez parler de Wemby, vous vouliez des réponses, vous voulez des projections ambitieuses, parfait, c'est exactement ce que je comptais faire. Donc ouais, si vous voulez avoir votre mot à dire pour le choix du sujet des prochaines vidéos, vous l'avez compris, c'est sur Instagram que ça se passe. Alors si vous ne me suivez pas encore là-bas, c'est le moment parfait pour vous y mettre. Mais bref, aujourd'hui on va se poser une question toute simple. Qu'attendre de Victor Wembanyama pour cette troisième saison NBA? Ses stats, son rôle, son leadership, mais surtout l'impact qu'il peut avoir sur les Spurs. On va mettre des repères clairs, réalistes, et voir jusqu'où il peut pousser les curseurs. Du coup ça y est, le sujet vous le maîtrisez. Installez-vous bien, prenez une infusion, on lance ça tout de suite. Par contre, avant de se projeter totalement, il faut qu'on fasse un mini retour en arrière. Parce qu'avant tout, il faut le dire, la saison 2 de Wemby, ce n'était pas juste une confirmation, c'était une démonstration. En 46 matchs, Victor tournait déjà à 24 points, 11 rebonds et près de 4 contres par soir. Tout ça en seulement 33 minutes, avec 48% de réussite au tir, 35% à 3 points sur presque 9 tentatives et plus de 83% au lancer. En langage basket, ça veut dire une efficacité totale, près de 60% de true shooting. Pour un sophomore d'autant plus, c'est monstrueux. Et le plus fou seulement, c'est qu'il n'a pas seulement scoré et pris des rebonds ou juste fait des stats. Il a déjà frappé à la porte de l'histoire. Premier All-Star de sa carrière, grand favori pour le trophée de défenseur de l'année avant sa blessure et un leader incontesté au contre avec 176 blocs. À ce moment-là, il avait plus de 50% d'avance sur le deuxième meilleur contreur Brook Lopez. Et si on se concentre sur son impact direct, les attaquants perdaient jusqu'à 13% de réussite quand il était sur le parquet. C'est du niveau mur infranchissable des stats pareils. Et pourtant, malgré ces grosses perfs de Wemby, les Spurs n'ont pas réussi à afficher un gros bilan. 34 victoires pour 48 défaites, une attaque classée 19e en termes de rating et une défense 25e. Et le truc c'est ça, dès qu'on regarde le différentiel avec ou sans Wemby, tout change. Quand il était sur le parquet, San Antonio avait une défense top 5 NBA. Quand il sortait, ça tombait au niveau d'une équipe de bas de tableau. Rien que ça prouve qu'il ne faisait pas que briller en solo, il changeait toute l'identité de sa franchise. Et en plus de ses moyennes, forcément, qui sont marquantes, il y a eu des soirées inoubliables, des soirées de dingue pour lui. Un mois de décembre historique avec 28 points, dire bon, 5 passes et 4 contre de moyenne. Un soir à 50 points avec 8 tirs primés face à Washington. Un deuxième 5x5 en carrière dès octobre avec au moins 5 points, 5 rebonds, 5 passes, 5 contres et 5 interceptions. Ce genre de performance, même les légendes absolues n'en ont pas aligné aussitôt. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'il ne s'est pas juste contenté de refaire la même chose que ce qu'il avait fait en tant que rookie alors que c'était déjà très fort. Il a élargi son arsenal offensif, augmenté son volume extérieur tout en progressant en efficacité. Il a mieux distribué avec presque 4 passes par match et porté près d'un tiers des possessions des Spurs. Et malgré ce poids énorme sur le dos pour un joueur si jeune, son impact global le plaçait dans le top 1% de toute la ligue statistiquement, aussi bien offensivement que défensivement. Alors oui, les Spurs n'étaient toujours pas une équipe qui gagnait beaucoup, mais individuellement le concernant, il n'y avait plus aucun débat. En à peine une saison et demie, Victor est passé du statut de prospect ovni à celui de superstar en puissance déjà installé dans les conversations pour les trophées majeurs. La trajectoire était claire, il n'allait pas seulement dominer un jour, il dominait déjà jusqu'à ce qu'une grave blessure stoppe net son élan. Et c'est exactement là que pour lui, la saison dernière, l'histoire a basculé. Alors on respire 2 secondes et on va essayer d'expliquer simplement ce qu'il s'est passé. Pas de jargon inutile, juste ce que ça signifie pour Victor, pour maintenant et bien sûr pour la suite. La thrombose veineuse du membre supérieur, c'est un caillot qui se forme dans une veine profonde du bras ou de l'épaule, le plus souvent sous la clavicule ou dans l'aisselle. Le danger immédiat, c'est qu'un bout du caillot parte vers les poumons. Le traitement standard, quand il n'y a pas de complications, c'est les anticoagulants oraux pendant environ 3 mois, parfois jusqu'à 6 selon le contexte. Pendant cette période, pas de sport de contact ni de risque de choc, parce que le sang est fluidifié. La reprise, elle, est graduée et encadrée. D'abord cardio et muscu sans contact, ensuite travail basket sans opposition, puis seulement après la fin du traitement, on réintroduit le contact et l'intensité. Concrètement, ça donne un calendrier qui ressemble à ce qu'on a vécu avec Victor ces derniers mois. Diagnostic
Diagnostic fin février 2025, saison terminée, forfait pour l'Eurobasket de fin août, logique médicale oblige. Entre-temps, suivi rapproché, contrôle clinique, adaptation des charges et éducation au risque de récidive sur tout ce qui peut comprimer la veine, notamment sur les gestes bras au-dessus de la tête prolongée. Mi-juillet, feu vert médical pour un retour au travail structuré. Pas retour en match, retour au process. C'est exactement la fourchette qu'on voit chez les athlètes quand tout se déroule sans accroc, avec une reprise complète souvent entre 3 et 5 mois après le diagnostic. Et ce n'est pas qu'une histoire de date, c'est surtout une histoire de palier à franchir. À court terme, zéro prise de risque, on protège, on traite, on entretient le moteur sans collision. L'objectif, c'est santé d'abord, puis conserver le cardio, la force et la mobilité. À moyen terme, on remonte la charge intelligemment, on augmente les volumes, on réintroduit les sauts, on travaille le tir en mouvement et les appuis, on surveille l'épaule et le couloir thoracique pour éviter toute compression. On garde un œil sur les longs trajets, l'hydratation et la récupération. À long terme, on vit normalement avec un plan de prévention. Si l'épisode est isolé et traité, on reprend la compétition à fond. Le staff reste vigilant aux signes d'alerte et aux périodes de forte charge. Si une cause mécanique type effort est suspecte, on ajuste la technique, les angles, les volumes. Le but n'est pas de jouer moins, c'est de jouer mieux encadré. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ce qu'on a pu observer récemment chez Victor colle au scénario le plus optimiste. Victor a été stoppé dès la détection, traité dans les temps, et il a reçu le feu vert pour reprendre un entraînement encadré cet été. Ça valide l'idée d'un retour progressif vers la pleine compétition en début de saison 3, et surtout ça ne change pas qui il est sur un parquet, ça change juste la manière d'y revenir, palier par palier, sans brûler aucune étape. En clair, cette parenthèse médicale a gelé sa saison, pas son plafond. Et cet été, Victor n'a pas choisi la voie classique des pick-up games à Los Angeles, ou en Floride encore. Non, il a choisi un autre chemin, bien à lui. En juin, il est parti 10 jours dans le temple Shaolin, au cœur de la province du Henan. Photo officielle à l'appui, crâne rasé, robe grise, journée rythmée par méditation de Chan, kung-fu, repas végétarien et exercice de posture. Pas de luxe, pas de distraction, levé à l'aube, plus de 1000 coups de pied quotidiens, équilibre et souplesse, travaillés jusqu'à l'épuisement. C'était une retraite fermée, pensée comme un reset complet du corps et de l'esprit. Ça paraît ésotérique dit comme ça, mais concrètement ça peut toucher directement à son basket. Les postures du kung-fu renforcent toute la chaîne hanche-adducteur-quadriceps. Elles améliorent l'ancrage au sol, la mobilité de hanche et la résistance à la fatigue. En langage NBA, ça veut dire tenir plus solidement ses appuis au contact, mieux sceller son défenseur au poste, rester équilibré même après un bump. La méditation de Chan, elle, apporte calme et gestion des émotions. Quand la pression monte, ça aide à ralentir le jeu, à varier les tempos, à garder lucidité et précision dans les moments chauds. Et juste après ce chapitre quasi mystique, changement de décor complet. Début août, direction les États-Unis pour des workouts avec Kevin Garnett, et c'est KG lui-même qui a teasé les images sur ses réseaux. Là, on est dans un tout autre registre. Intensité, communication vocale, travail du mid-post et des angles de contact. Garnett, c'est le prototype du leader et du two-way player. Apprendre à utiliser son torse pour dominer, varier ses tempos sur face-up, imposer sa voix en défense, c'est exactement ce que Victor a besoin d'intégrer à son arsenal. Et ce que j'adore en fait, c'est l'espèce de complémentarité qu'il y a entre ces deux étapes estivales. Shaolin, c'est l'ancrage, le contrôle intérieur, la stabilité. Garnett, c'est l'agressivité maîtrisée, les angles de jeu, la voix qui guide l'équipe. Ensemble, ça donne un joueur capable de tenir ses appuis après contact, de garder son équilibre sur un fadeaway, de varier ses rythmes sans se précipiter, tout en parlant, en dirigeant, en imposant son identité sur le terrain. Et pour un joueur qui s'apprête à commencer sa saison 3, un équilibre pareil, ça peut faire toute la différence. Parce qu'à son talent brut, il ajoute maintenant deux composantes, le calme des moines et la rage des guerriers. Puis ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas que Victor qui a changé cet été, les Spurs aussi ont connu un vrai tournant. Le 2 mai 2025, l'organisation a annoncé officiellement que Greg Popovich quittait le banc pour devenir président des opérations basket. Mitch Johnson, son ancien assistant, est nommé head coach, et présenté quelques jours plus tard. C'est la fin d'une ère de 29 ans et un signal fort envoyé par San Antonio, la continuité culturelle mais avec une nouvelle voix au quotidien. C'est une transition en douceur, parce que Johnson n'arrive pas de nulle part non plus. L'an dernier, quand Pop avait dû s'éloigner après un AVC, c'est lui qui avait pris l'équipe en main sur 77 matchs. Bilan, 32 victoires pour 45 défaites, et un vestiaire qui n'a jamais décroché malgré les tempêtes. La Ligue a même réattribué ses matchs à son palmarès pour clarifier les choses. Pop reste numéro 1 all-time en victoire, mais c'est bien Johnson qui a dirigé l'essentiel de la saison. En fait, la philosophie, j'ai l'impression qu'elle ne change pas du tout, c'est surtout la méthode qui évolue. Mitch Johnson a grandi dans la culture Spurs, et il le dit lui-même, il veut prolonger l'héritage Popovich tout en y apportant sa touche. Son credo, c'est la responsabilisation. Développer les jeunes, donner de la place à la voix des assistants, s'appuyer sur un staff modernisé. Et ce staff, il a été renforcé. Sun Sweeney en numéro
numéro 2, reconnu pour sa science défensive du pick and roll, Rashard Lewis et Tim Martin pour le player development, Corliss Williamson pour les intérieurs. Bref, un banc pensé pour accompagner Wemby et ce jeune noyau dans chaque détail de leur progression. Et c'est à partir de ça en fait que pas mal de choses peuvent changer autour de Victor. Avec Johnson, on s'attend à voir un usage plus moderne, un tempo mieux organisé, basé sur la défense et la transition, un spacing plus cohérent autour de lui, et surtout un pick and roll optimisé. Ça veut dire des short rolls plus propres, des angles d'écran mieux posés, des lectures simplifiées pour exploiter sa vision. Défensivement, l'ADN des Spurs reste là, mais avec des ajustements plus flexibles, drop agressif, switch sélectif, couverture adaptée au line-up. Le but est clair, maximiser l'impact de Wemby sans l'exposer inutilement, et surtout donner aux jeunes autour de lui des rôles définis et productifs. En clair, Pop n'est plus physiquement sur le banc, mais au-dessus de cette équipe, son ombre plane toujours. Désormais, c'est Johnson qui porte le quotidien, avec pour ambition de conjuguer modernité et tradition. Et puis pour Victor, ce qui change aussi à côté de ça, c'est son entourage, parce que cet été, enfin, les Spurs ont réussi à bâtir un backcourt digne de ce nom. Tout commence avec l'arrivée de De'Aaron Fox en février dernier. Transfert à 3 équipes, 17 matchs joués avec San Antonio avant de se faire opérer du doigt. Dans ce court échantillon, il a déjà montré ce qu'il sait faire. Près de 20 points, 7 passes, 5 rebonds de moyenne, de la vitesse à couper le souffle et une vraie menace en transition. Résultat, prolongation max cet été, 4 ans et 229 millions. Il est verrouillé jusqu'en 2030. Pour la première fois depuis des années, les Spurs ont un initiateur élite à la main, capable d'ouvrir le jeu pour Wemby. Désormais, ça semble clair, Fox appartient au futur de cette franchise, et le futur, c'est ça qui est cool, ne repose pas non plus que entièrement sur lui. À ses côtés, Stephen Castle sort d'une saison rookie couronnée par un titre de rookie de l'année. 15 points de moyenne, défense acharnée sur le porteur de balle, un bon sens de la passe, des super coupes. Castle, c'est le profil complémentaire parfait pour encadrer un créateur comme Fox et un aimant comme Wemby. Il apporte de la taille, de l'énergie et surtout un état d'esprit Spurs dans tout ce qu'il fait. Et puis comme si ça ne suffisait pas, San Antonio a profité de la draft pour ajouter une nouvelle pépite. Dylan Harper, numéro 2 de la draft, combo garde gaucher avec un vrai moteur pour attaquer le cercle. À Rutgers, il tournait à plus de 19 points par match. Énorme volume de drive, réussite impressionnante près du panier et déjà une capacité à créer pour les autres. Son rôle, ce sera d'apporter une deuxième couche de création derrière Fox, de maintenir la pression sur les défenses même quand le meneur titulaire souffle et d'amener ce côté agressif qu'il a dans le sang. Résultat, on se retrouve avec un trio Fox, Castle, Harper qui me hype particulièrement. 3 profils complémentaires, 3 gabarits différents et surtout 3 manières de soulager Wemby. Fox, c'est la vitesse et l'initiation. Castle, c'est la défense et le liant. Harper, c'est l'attaque du cercle et la créativité secondaire. Là où l'an dernier, l'attaque dépendait énormément de Victor, cette saison, elle pourra s'appuyer sur plusieurs menaces, capables d'alterner responsabilité et de punir quand la défense se focalise trop sur lui. Puis derrière eux, l'équipe de San Antonio n'a pas oublié les ailes, ni la raquette. Au premier tour, ils ont ajouté Carter Bryant, ailier long déjà solide en catch and shoot et très énergique défensivement. Il n'aura pas forcément beaucoup de minutes dès le départ, mais c'est une vraie carte en tant que 3&D pour élargir la rotation. À l'intérieur, 2 recrues ciblées, Luke Cornett pour protéger le cercle et sécuriser le rebond quand Wemby sort, et Kelly Olynyk, stretch big de métier, capable d'écarter le jeu et de distribuer en second rideau. Ce sont des profils qu'il manquait cruellement aux Spurs pour survivre sans Victor sur le terrain. En d'autres termes, San Antonio a choisi la patience, pas de coup de poker pour KD ou pour Giannis, pas de all-in immédiat, justement, on mise sur nos bases, on construit sur la continuité. La stratégie de Brian Wright, le GM, c'est d'empiler des jeunes au très haut potentiel, Castle, Harper, Bryant, d'entourer Wemby de vétérans ciblés comme Fox, Cornett ou Olynyk, et de miser sur le moyen long terme. Le résultat, une rotation qui a enfin de la profondeur, un backcourt qui frôle le niveau All-Star, et surtout un cadre pensé pour que Victor n'ait plus à tout porter seul. Et c'est exactement là que ça devient intéressant, parce qu'avec cet entourage, son impact peut prendre une toute nouvelle dimension. Concrètement, le 5 de départ de Johnson devrait ressembler à ça. Fox, Castle, Devin Vassell, Harrison Barnes, Wembanyama. Pourquoi ? Parce qu'il offre l'équilibre le plus simple à répliquer. Un créateur primaire, De'Aaron Fox, un connecteur des deux côtés du terrain, Stephen Castle, un shooter en volume qui punit en sortie d'écran, Devin Vassell, un ailier fort fiable en spacing et en expérience, Harrison Barnes, et Wemby au centre du jeu. Sur demi-terrain, ça ouvre les corners pour Vassell et Barnes, ça libère les short rolls pour Victor, et ça garde une défense solide sur les postes 2 à 4. Puis derrière ce 5 signature, en fait, il y a pas mal de variations très claires qui peuvent sauter aux yeux. Je pense que le coach va avoir pas mal d'options. Si tu veux mettre la pression sur le cercle, tu fais rentrer Harper et Sohan. L'objectif, multiplier les drives, jouer avec un rythme élevé et forcer les aides. Autour d'eux, tu laisses Fox, Castle et Wemby. Fox accélère en early offense, Castle coupe dans le dos, Harper attaque le cercle, Sohan assure les rebonds et Victor vit sur les dunks ou les skip passes. Ça règle un problème de la saison passée où on voyait trop de possessions statiques, où Wemby devait créer seul face aux aides déjà plantées. Ici, la pression au cercle attire pour que Vic se libère dans le corner ou finisse au cercle.
Et quand Wemby ira se reposer, l'idée ne sera plus seulement de survivre, mais de maintenir au maximum l'intensité. Avec un 5 Harper, Vassell, Johnson, Olynyk, Kornet, il y a de la ressource. Olynyk garde la mentalité 5-out en end-off et en lecture courte, Kornet ancre la protection d'arceau. Tu gardes un schéma clair, des créateurs, des poseurs d'écran, de la taille pour contester, de l'intensité et du shoot. Le trou noir des minutes sans Wemby, point dans la raquette concédé, rebond défensif lâché et compensé par le duo Olynyk-Kornet. C'est pas forcément clinquant, mais ça peut être efficace, j'aime bien. Et dans cette configuration, le bénéfice pour Victor, je pense qu'on le verra hyper rapidement. Moins d'ISO forcé de haut panier, plus de short roll à 4-5 mètres, plus de catch and finish au-dessus du trafic et un volume de tir facile qui va monter. Puis en défense, avec des extérieurs qui naviguent mieux entre les écrans, Victor sera moins obligé de tout couvrir. Résultat attendu, une meilleure efficacité brute des deux côtés du terrain, une charge cognitive allégée et plus d'énergie dans le money time. Et si vous vous posez la question de qui jouera le plus dans les ailes, pour moi, la logique est limpide. Vassell restera le métronome du spacing, Barnes posera la stabilité des line-up de départ, Sohan viendra densifier les séquences défensives si le match s'enflamme, Johnson apportera de la pression sur le cercle, et Bryant, lui, sera la carte à retourner progressivement. S'il verrouille son tir en coin et sa discipline défensive, il grignotera des minutes sans casser la structure. Dernier point clé, la hiérarchie balle en main, ça aussi, il va falloir que ce soit pensé de façon claire. Fox restera l'initiateur numéro 1, Castle gardera un vrai volume de possession secondaire, surtout en transition, et sur ses cuts. Harper est attendu pour monter en puissance avec la seconde unit, et changer la donne de certains matchs qui auront besoin de folie. Cette répartition corrige un autre souci de l'an passé, trop de séquences où un joueur portait seul la création. 3 menaces balle en main, les défenses seront obligées de choisir leur poison. En clair, avec ses line-up et ses variations, San Antonio règle ses deux soucis majeurs de la saison précédente, les minutes sans Victor et l'irrégularité de la création au périmètre. Plus de taille, plus de vitesse contrôlée, plus de spacing fonctionnel, plus de solutions pour donner à Wemby des possessions haute valeur. Le plafond, lui, ne bouge pas, il s'appelle Victor Wembanyama, mais l'étage intermédiaire vient d'être construit autour de lui, pièce par pièce, et je trouve ça prometteur. Mais du coup, concrètement, maintenant qu'on a dressé un tableau de tout ça, quelles attentes peut-on avoir pour Victor, à commencer par le côté offensif? Parce que là, avec l'effectif en place, j'ai l'impression qu'on sait à peu près où il doit progresser, et comment. Le premier point, c'est le duo avec De'Aaron Fox. L'an dernier, ils n'ont quasiment pas joué ensemble, à peine quelques matchs avant que les blessures ne coupent court. Mais dans ces rares minutes, on a déjà vu le potentiel. Fox qui fonce vers le panier à une vitesse folle, la défense qui panique, et Victor qui se retrouve avec des paniers simples, que ce soit des lobes au-dessus du cercle ou des petits tirs à mi-distance. L'objectif cette année, c'est d'en faire une habitude. Fox attire les défenses, Wemby finit les actions. C'est du basique bien sûr, mais on le sait, notamment à San Antonio. Le basique, parfois, la circulation de balles, ça peut faire gagner les matchs. Deuxième point, l'utilisation de Victor. L'an dernier, on l'a parfois vu poste bas, attendre la balle, se retrouver avec deux défenseurs sur le dos et forcer des tirs compliqués. Là, l'idée c'est d'être plus séquencé. Quand il prend la balle au poste, ce sera sur des situations rapides où il peut attaquer tout de suite. Quand il fait face au panier, ce sera pour attaquer le joueur en 1 contre 1. Et surtout, il doit multiplier ces situations où il reçoit la balle en mouvement, proche du cercle, pour finir sans avoir à bricoler. En clair, moins de possessions lourdes, plus de paniers faciles. C'est ça que je veux voir. Troisième point, son tir à 3 points. On a vu Victor prendre presque 9 tirs à longue distance par match l'an passé, avec une adresse honnête pour son gabarit. Mais beaucoup étaient des tirs forcés en fin de possession. Cette saison, il va devoir garder ce volume, mais dans de meilleures conditions. Des tirs en rythme créés par les pénétrations de Fox, par les décalages de Castle ou par les drives de Harper. Ça veut dire plus de catch and shoot propre et moins de step back désespéré. Et ça, je me dis, ça peut énormément changer ses pourcentages et son efficacité. Enfin, quatrième point, la passe. L'an dernier, il était déjà capable de trouver ses coéquipiers, mais ça manquait de régularité. L'objectif, c'est de simplifier ses lectures. Quand deux défenseurs sautent sur lui, il doit punir directement. Trouver le coéquipier dans le corner, donner un petit ballon sous le cercle ou renverser côté faible. Avec Fox qui attire, Castle qui connecte et Harper qui coupe, il aura des cibles plus claires. Résultat attendu, plus de passes décisives, moins de pertes de balles bêtes. Tout ça, ce sont des ajustements logiques, rien de révolutionnaire, mais des petits détails qui au final peuvent faire la différence. En résumé, Wemby doit transformer ses possessions compliquées en actions simples, plus de paniers faciles grâce au duo avec Fox, des post-up mieux choisis, un tir extérieur pris en rythme et des passes plus rapides pour sanctionner les aides. Avec ses nouveaux coéquipiers, il aura enfin autour de lui de quoi alléger sa charge offensive, et c'est là que son rendement peut grimper d'un cran, sans avoir besoin de changer qui il est. Et si là on vient de parler de l'attaque, il faut évidemment qu'on évoque sa défense désormais, parce que c'est déjà là que Wemby a posé sa marque, et c'est bien sûr dans ce secteur que les attentes sont les plus hautes. Avant sa blessure, il était tout simplement le favori pour le titre de défenseur de l'année, meilleur contreur de la ligue avec presque 4 blocs par match, un impact visible à chaque possession. Quand il était sur le parquet, les adversaires voyaient leur pourcentage dégringoler. Concrètement, ça veut dire que même les meilleurs finisseurs perdaient leurs moyens en le voyant arriver. Et ça, tout le monde l'a remarqué. ESPN, là, récemment, cet été, le classait
c'est même favori pour le trophée de Depoy 2026, et je les comprends. Son absence a rappelé à quel point il était vital. Sans lui, San Antonio concédait énormément. Avec lui, la défense passait du fond de tableau à un niveau bien plus intéressant. Les chiffres sont parlants. L'an dernier, les Spurs étaient la 25e défense de la NBA au global en termes de rating. Mais avec Victor sur le terrain, il se rapprochait des standards des meilleures équipes. La différence est folle. Et c'est là que le staff a voulu frapper. C'est en pensant à ça que le recrutement a été élaboré. Autour de lui, il y a maintenant plus de taille et plus de discipline. Stephen Castle, dès sa saison rookie, a montré qu'il pouvait étouffer les porteurs de balles. Avec lui au premier rideau, Wemby n'aura plus à couvrir toutes les brèches. Et quand Victor sortira, Luke Kornet prendra le relais en protecteur de cercle crédible. Lui aussi a tenu les adversaires à un faible pourcentage près du panier, ce qui évite à San Antonio de s'effondrer dans les minutes sans Wemby. En clair, il ne va plus être le seul à tout devoir protéger, à tout devoir switcher, et ça va quand même être un gros confort pour lui. L'objectif collectif est simple, remonter cette défense durant 25 vers le top 12-15. Ça veut dire mieux naviguer les écrans pour ne plus concéder 40 tirs à 3 points par soir, limiter les points encaissés dans la peinture et garder un ancrage solide même quand Victor souffle. Si ces leviers tiennent, les Spurs passent d'une équipe facile à attaquer à une équipe où chaque tir devient pénible. Et pour Victor, si je dois parler objectif individuel, je vais être très clair là encore. S'il joue au moins 65 matchs, il doit retrouver immédiatement son nom dans la course au Depoy. Le volume de contre sera encore là, la dissuasion aussi, et l'impact global se verra dans les résultats. Une défense qui ne sera plus un poids pour l'équipe, mais une vraie identité chez les Spurs. En résumé, l'an passé, Wemby avait déjà réussi à changer les choses à lui tout seul. Cette saison, il va revenir entouré, reposé, et il doit être prêt à imposer sa loi. Avec lui, Castle, Kornet et une structure plus cohérente, les Spurs ont enfin les armes pour construire une défense respectable. Et si ça marche, Victor ne sera pas seulement favori pour le Depoy, il pourra carrément poser sa candidature comme patron défensif d'une équipe qui gagne. Bref, maintenant qu'on a parlé de son impact attendu des deux côtés du terrain, il faut fermer la boucle, faire un bilan, se mouiller, faire un pronostic. Qu'est-ce qu'on attend vraiment de Victor pour cette saison 3, et bien sûr des Spurs avec lui? Le premier objectif, il est simple, être là, minimum 65 matchs joués, c'est la règle pour tous les trophées, et on sait que l'an dernier, ça lui a coûté cher. Alors oui, il faudra gérer la charge, peut-être commencer doucement, mais à la fin de l'année, le compteur doit dépasser cette barre. Parce que si ça saute, qu'il se blesse et qu'il manque trop de matchs, la saison des Spurs va être difficile, et le reste ne comptera plus vraiment. Ensuite, offensivement, le deal est clair, il doit garder ce rôle énorme sans flinguer son efficacité, et même la faire progresser un petit peu. On parle d'un joueur qui va tourner autour de 30% d'utilisation minimum, mais qui doit rester propre, à 48-50% de réussite globale. Ses tirs à 3 points, il doit continuer à les prendre, mais en rythme, servi par Fox ou Castle, pas en forçant à la dernière seconde. Et puis il y a ce cap à la passe aussi, viser 4 caviars par match, pas parce qu'il doit devenir un meneur, mais parce qu'à chaque fois qu'on lui envoie une prise à 2, il doit punir. En gros, dès qu'on viendra le doubler, il devra faire payer cash ses adversaires. Défensivement, c'est pareil. Victor, tu me joues tes 65 matchs et tu reviens direct dans la course au Depoy. C'est ce que je veux. Le standard, il l'a déjà. Les contres, l'impact au cercle, la peur qu'il inspire, il n'a pas besoin de sortir des choses nouvelles de son sac à dos. Il a juste à faire du Wemby tous les soirs. Et ça, c'est déjà terrifiant pour tous les autres, un mec qui arrive à protéger le cercle de la sorte. Puis collectivement, là aussi, l'objectif est clair. Remonter la défense de la 25e place l'an dernier vers le top 12. Et avec les nouveaux à ses côtés, c'est jouable. Un cadre où il peut alterner protection du cercle et aide sans tout faire tout seul. Pas besoin de miracle, juste de la discipline. En clair, et c'est méga important à mes yeux, cette saison, il ne devra plus être tout seul à éteindre l'incendie quand le feu se déclare. Et ça, au classement, ça doit se traduire. On parle d'un minimum solide. Le play-in autour de 40 victoires. Et si la santé tient, une vraie chance de choper un spot en play-off direct. Parce qu'avec Fox sur toute une saison, Castle qui confirme, Harper qui met la pression au cercle, Vassell qui sécurise le spacing, plus des vétérans fiables comme Olynyk ou Kornet, cette équipe doit passer un cap. C'est pour ça que je dis que la trajectoire doit être ascendante et il faut vraiment que cette équipe réussisse à la suivre. Ma checklist est claire, 65 matchs ou plus, un rôle offensif mieux cadré avec plus de paniers faciles et moins de tirs forcés, 4 passes de moyenne, retour dans les All-NBA Team et une vraie place dans la course au Depoy. Collectivement, une défense qui grimpe et une équipe qui rejoue enfin au printemps. Ça fait beaucoup, je sais, mais c'est ce que je veux. Et si vous voulez encore plus de précision, pas de problème, je vais vous livrer mon pronostic cash. Pour moi, Victor va tourner à 27 points, 12 rebonds, 4 passes, quasiment 4 comptes par match avec une belle efficacité autour de 48%. Il joue 67 matchs, il est élu au All-Star Game, accroche une All-NBA Team et il finit dans le top 2 du Depoy avec une chance sérieuse de le remporter. Les Spurs, eux, prennent entre 44 et 46 victoires, sécurisent le play-in et vont chercher un billet en play-off. Voilà, c'est posé sur la table. C'est optimiste, mais c'est faisable, je pense, parce qu'en gros, je veux voir exactement la même fusée, mais mieux carénée, plus efficace.
Par contre, maintenant que je me suis mouillé, je veux vos pronos à vous. Vous imaginez quoi pour cette saison 3 de Victor Wembanyama en NBA? Quelle case il va cocher? Quelles stats il va compiler? Quel trophée il va remporter? Et surtout, à quelle place finiront les Spurs à l'ouest? N'hésitez pas, balancez-moi tout ça à la volée dans les commentaires, j'ai vraiment hâte d'aller découvrir vos avis.